Vous écoutez Du Trisac. Alors, Alexandre Dubé est sur une pente de ski, le casque au vent. C'est mieux que ce soit ça que ce soit au vent. Ben, pas les cheveux, oui. c'est pas le temps, mets-toi un casque. Hein? Ben oui, Voilà. très important. Alexandre Moranville Ouellet prend la relève. Merci, C'est Alex. moi, salut. Il y a une nouvelle forme de vie détectée. Où ça? Dans un des endroits les plus inhospitaliers de toute la planète, Le Benoît, Loch c'est Ness? ça qui nous... Eh ben, là, c'est très hospitalier. Pour être allé au Loch Ness, là, c'est un magnifique T'es lac. allé, Hein? oui? Oui, je suis déjà allé dans ma vie. C'est l'eau claire, Ça mord-tu? c'est magnifique, c'est gigantesque, puis ça mord pas, Ça mord pas en pas. tout. Non. Pas en tout. Par contre, un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, on a trouvé de la vie, c'est dans la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon. Vous vous souvenez, depuis 2011, il y a eu oui. la grosse catastrophe nucléaire. On a dû faire rentrer de l'eau de mer qui est rentrée de toute manière avec le tsunami. Mais il a fallu en faire rentrer encore plus pour refroidir les réacteurs, pour éviter que tout ça fasse une fusion Passé en massive train, et là, que ça se passe très mal. Fukushima. Ouais, J'ai retenu mon souffle. ben, c'est ça. Ils sont en train là, de redémarrer lentement train. mais sûrement certains des réacteurs de Fukushima parce que C'est c'est une vrai, centrale nucléaire. Ils ont quand même besoin de l'électricité et de l'énergie que ça produit. Mais là, ils se sont butés un problème. Ils ont fait, dans l'eau, il y a des bactéries. Et c'est ça qui est absolument surprenant, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans l'eau même, là, utilisée dans les réacteurs nucléaires, vous comprendrez que c'est extrêmement radioactif, ce qui se trouve dans cet endroit-là. Non. Et là, les bactéries, on se disait, OK, on va peut-être trouver quelque chose comme on avait déjà trouvé à Tchernobyl, c'est-à-dire des bactéries qui ont évolué pour devenir ultra résistantes aux radiations, mais même pas. Ils se sont rendus compte que c'est des bactéries normales qu'on trouve dans l'océan, qui ont fait une espèce de culture sur place, mais comme l'eau qui existait déjà dans cet endroit-là, de l'eau douce, c'est mélangé avec de l'eau de mer, donc de l'eau salée. Ça crée une espèce de biofilm, comme ils appellent, une espèce de couche protectrice qui a protégé ces bactéries-là et qui, en ce moment, pourrit la vie des ingénieurs nucléaires parce que là, il y a une forme de vie qui prolifère à l'intérieur. Ça peut corroder le métal, ça peut contaminer l'eau, ça peut contaminer les réacteurs nucléaires. Fait que ils ont trouvé une nouvelle forme de vie, mais ils ont trouvé aussi tout plein de problèmes. J'ai un mot pour toi. Vas-y. Godzilla. Godzilla! Ben, je te jure, Godzilla va sortir de Fukushima. Ça serait cœur, hein? Ben, hein, je pense que c'était, tu sais, prédire l'avenir, là. Ouais. Le Godzilla, ça remonte aux années 40, 50. Mais c'était à propos de la menace nucléaire. Ben oui, puis d'un lézard qui avait muté jusqu'à devenir une créature cauchemardesque. Ils se sont ramassés avec 2 bombes atomiques, là, le Japon, oui. en 45. Exact. Fait que ça laisse des traces. Les Simpsons ont-ils encore prédit l'avenir? Ça revient constamment. Hein, Benoît, ça, c'est une des théories du complot préférées des gens sur le web. Le fait que les Simpsons soient capables de prédire l'avenir. On a dit qu'ils avaient prédit la COVID. Ils ont prédit l'avènement de l'IA. Ils ont prédit... Puis là, je dis prédire entre gros guillemets. L'arrivée de Trump? Oui, l'arrivée de Trump. Mais il y a plein d'épisodes qui ont des similarités avec ce qui arrive désormais. Faut dire que les Simpsons sont à quoi? 24 saisons, là, à peu près? Presque Je une pense que c'est trentaine. 32. 32 saisons. Faut dire que, quand tu fais autant de centaines d'épisodes, maintenant, peut-être que quelque chose que tu dis va finir par ils arriver. prédisent l'avenir. Mais cette fois-ci, c'est un nouveau dossier, un épisode qui est sorti dans l'année 2000 directement, qui s'appelait The Computer Wore Menace Shoes, qui est un épisode où Homer Simpson se met à découvrir l'Internet, puis il part un blog. Puis là, il s'appelle Monsieur X sur son blog, puis il commence à raconter toutes sortes de potins qui arrivent dans la ville, puis d'histoires abracadabrantes, et il gagne un prix Pulitzer, pour son journalisme audacieux. Et là, révèle son identité, les gens veulent plus rien dire, fait que là, il fait, il se met à inventer des histoires, puis farfelu, puis qui raconte plein d'affaires, et maintenant, dans l'épisode, il se fait kidnapper, puis il se ramasse sur une île bizarre. Who are all these oddballs? Well, they keep us here because we know too much. Number 27 there knows how to turn water into gasoline. Number 12 knows the deadly secret behind Tic Tacs. And I invented the bottomless peanut bag. Wow. So, Alors, Homer se ramasse sur une île où les gens en savent trop. Ils sont enfermés là, ils sont kidnappés. Vous ne voyez peut-être venir, c'est l'île d'Epstein, selon plusieurs personnes sur Internet. Parce que là, Homer essaie de s'échapper parce qu'il se rend compte que les gens mystérieux, tout-puissants sur cette île-là contrôlent tout de loin, font des espèces de cérémonies secrètes. Puis lui, il veut plus rien savoir, il sac son camp. Puis je peux montrer une autre image. À la fin de l'épisode, il écrit sur son blog, ici, attention, il y a des creeps étranges sur une île quelque part qui sont en train de rouler secrètement tout ce qui se passe dans les coulisses du monde. Et là, ben des gens ont vu un parallèle avec
ça? Parce que Matt Groening, le créateur des Simpsons, celui qui écrit depuis des années tout ça, est mentionné à quelques endroits dans les Epstein Files. Semble-t-il, selon certains témoignages, qu'il aurait déjà pris l'avion à M. Epstein. Et là, il y a des gens sur Internet qui capotent en disant « Ben voilà, c'est Matt Groening qui voulait nous aviser de ce qui se passait sur l'île d'Epstein dans les années 2000. » Prenez ça comme vous voulez. Et les Simpsons, c'est 37 saisons jusqu'à présent. 37, hein? Oui. Ouais. Tu risques de trébucher sur des images qui se confirment par la suite. C'est ça, quand t'en fais autant. C'est assez drôle. Une condition médicale qui cachait quoi? Qui cachait une grossesse, mais pas n'importe laquelle, Benoît. C'est une grossesse qui arrive 1 sur 30 000. Les taux de survie sont de 1 sur 1 million. C'est une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire que le bébé se met à grandir en dehors de l'utérus. Mais l'histoire est assez fantastique dans ce cas-ci parce que c'est une femme qui avait un kyste qui se développait à l'intérieur là, donc de son utérus et elle était au courant, mais le kyste, lui, ne cessait de grossir, puis ses médecins lui avaient dit « Maintenant, c'est sûr qu'il faut te l'enlever, là. On va continuer à regarder la situation. » Mais c'est parce qu'il faisait 22 livres à la fin, le kyste. C'est gros comme un ballon de basket. Vous comprendrez que madame avait grossi, évidemment, de l'abdomen, qu'elle sentait toutes sortes de symptômes, que ses cycles étaient irréguliers à cause de ça. Mais là, arrive le moment fatidique, elle a super mal, elle fait hey, « faut vraiment qu'on m'opère autour de ça ». Il arrive pour passer un scan, petit test de grossesse au cas où, parce que c'est radioactif pour un fœtus, découvre qu'elle est enceinte et découvre que là, dans son utérus, il y a un énorme kyste, à l'extérieur de l'utérus, il y a un bébé. Et tout ça grossit en même temps à l'intérieur. Ils ont fait une chirurgie absolument fantastique pendant laquelle madame là, s'est vidée de presque tout son sang, mais ils ont réussi à la perfusionner assez pour qu'elle reste en vie. On sortit l'enfant, puis c'est une chance sur 1 million. Il est vivant. Le bébé est vivant. On a enlevé l'énorme kyste qui se faisait en madame. Et donc, elle a un fils, désormais, qui vit puis qui est en pleine santé. Elle va bien? C'est aux États-Unis, en Californie, cette madame-là, une femme de 41 ans. Elle va bien maintenant? Elle va bien, elle s'en est tirée, mais on parle d'une opération là, fantastique dont les conclusions sont livrées désormais. C'est arrivé l'an passé, mais c'est dans des divers journaux de médecine. Ils ont écrit des articles là-dessus parce que c'était absolument hallucinant comment ils ont réussi à faire ce procédé. Toute évidence est soulagée d'un poids. Hein? Oui, de 2 même. De 2 même, ouais. 41 ans en plus, grossesse gériatrique. Hey boy! Ouais. Gériatrique à 41 ans déjà? Oui. Ah oui? C'est vrai? Mais tu peux prendre du cannabis? Mais elle n'est pas 40 enceinte. ans et plus. C'est vrai, mais pas pas enceinte, ça Après. gravouille. Hey, même pas de tabac. C'est beaucoup de règles. Ça. Ouais. Mais genre, t'es pas enceinte, hein? L'autre affaire, comment ils fument aussi dans Heated Rivalry? T'as-tu vu la presse? Mon Dieu, le retour de la cigarette. Ben, on le voit, mais moi, je le vois même chez les jeunes quand je vais dans la rue, quand je marche, là. Pas tant. Je trouve qu'il y a un petit regain. Les jeunes ne fument plus. Chez les Z et non. les alphas, oui. Les Plus. quoi? Les alphas? Ben, je trouve que plus que la génération Y. À ne pas confondre avec les mâles. On peut-tu parler de gens, là? C'est quoi, alpha? Non, mais les générations les plus je jeunes, sais. là. Ouais, OK. Mais je trouvais ça bien drôle, moi, de dire, mon Dieu, c'était un profil de personnage. Si tu fumes, c'est parce que tu sacs du monde. Tu sais, il y a un profil à ça. Arrêtez de capoter avec le tabac. C'est rendu, dans les films, ils annoncent, il y a, tu sais, quelqu'un se fait éviscérer, alcool. une autre personne se fait décapiter, puis usage de tabac. Mets les choses en perspective. Mais les armes, c'est pas grave. Les armes, tu sais, il tire 800 personnes aux 30 secondes. Mais attention, il y a une cigarette mais dans la il fume 8e une scène. cigarette, tu sais. Un homme trouve un vieux dessin chez lui. Ça commence toujours des belles histoires, ça. C'est un homme qui a hérité d'un dessin de sa grand-mère, une espèce de petit dessin. On peut peut-être le montrer. Un dessin qui est fait comme au fusain rouge, OK, qui se retrouve sur comme une toute petite feuille de papier, mais qui a l'air assez ancienne. Hérite de ça de sa grand-mère, puis il appelle une maison d'enchères, Christie's, qui est très, très connue là, de par le monde. Il dit « Hey, ça vaut-tu quelque chose, ça? J'ai hérité ça fait depuis les années 1700, ça se passe dans ma famille. » Se mettent à analyser ça, passent ça à l'infrarouge, trouvent des vieux sketchs, des premiers dessins, des ébauches en arrière et se rendent compte que c'est parce que c'est un croquis de Michel-Ange. Ils l'ont authentifié comme un croquis de Michel-Ange alors qu'il travaillait sur la chapelle Sixtine. Ça daterait de 1511, ce dessin-là. Et c'est comme des croquis qu'il aurait fait des pieds de Sibylle, la Libyenne, qui est une femme qui a été peinte justement par la suite dans la chapelle Sixtine. Ça s'est vendu 23 millions de dollars, ça, ce petit dessin-là que lui pensait un petit croquis de sa grand-maman chez eux. C'est quoi la leçon de ça? Faut toujours aller essayer de mettre aux enchères tout ce que tu hérites. Soyez gentil avec votre grand-mère. Ah, t'as raison. C'est ça la leçon du jour. Merci, Alex. Un plaisir.